Bonjour à tous, vous écoutez le balado Génération Oui, le balado des indépendantistes convaincus et des indépendantistes à convaincre. Ici Charlotte Tremblay, votre animatrice, et je suis présentement en compagnie de Marc-Antoine Lemay et de Pierre-Olivier Lessard. Ça va bien les gars? Ça va super bien. Merci. Super excité d'être là. Moi, ça va également très bien. Je suis content d'être avec vous. Ça va bien toi aussi, Charlotte? Oui, ça va super bien. Donc, pour ceux qui me connaissent pas déjà, moi, je suis étudiante en journalisme au Collège La Cité et je suis une passionnée de l'histoire du Québec et de politique. Donc, c'est pourquoi que j'ai décidé d'embarquer avec vous, les gars, dans ce vraiment beau projet-là. Et j'espère qu'on va réussir vraiment à emmener le public dans notre univers et à les divertir. Sur ce, je vais passer la parole à Marc-Antoine. Écoutez, moi, si je peux me présenter, je suis un passionné de politique. Les gens qui me connaissent savent que j'en suis un mordu. J'aime beaucoup l'histoire. En fait, ma passion de la politique vient de l'histoire. Mais présentement, je suis sans l'ombre d'un doute un grand passionné de politique et d'histoire. J'étudie à l'UQAM en communication, en communication politique et société depuis un an. Je suis impliqué également dans le mouvement indépendantiste. J'ai été impliqué, puis je le suis encore depuis près de 6 ans. J'ai eu la chance d'occuper des fonctions au Comité national des jeunes du Parti québécois pendant près de 2 ans. J'étais responsable des communications. Et bien, aujourd'hui, je suis très heureux de me retrouver avec vous pour parler d'indépendance, pour faire la promotion de ce beau projet-là. Alors, c'est ce qui me présente bien. Super. Puis, PO, peux-tu nous parler un peu de toi? Oui, une petite présentation rapide. Ben, moi, premièrement, je vais être le petit fou du roi de la gang. Je dirais, je suis quelqu'un d'un peu plus enjoué et extraverti. Mais tout comme Marc, je suis impliqué en politique. Mais moi, c'est plus récent. Depuis 3 ans, j'ai occupé des fonctions de représentant jeune dans ma circonscription. J'ai ma carte de membre du Parti québécois depuis 2016. Puis, je suis un futur étudiant aussi en histoire. Je vais commencer mes études en histoire à l'université cet automne. J'ai super hâte. Puis d'ailleurs, là, on va le voir ici. Mais moi, j'ai vraiment le Québec de tatoué sur moi. Là, puis je suis extrêmement fier d'être québécois. J'aime mes racines. J'aime notre histoire aussi. C'est ma petite présentation rapide. Ben, c'est super. Puis là, pour revenir à Marc-Antoine, dans le fond, toi, tu es le fondateur du balado Génération Oui. Mais là, peux-tu nous expliquer un peu de où t'es venue cette idée-là? Mais l'idée m'est venue parce que j'écoute beaucoup de balados et je trouve que c'est un excellent moyen de rejoindre un large public. Les gens commencent à découvrir de plus en plus les balados, c'est de plus en plus populaire, on le sent. Et je trouve que c'est vraiment, donc, je le disais, un moyen de rejoindre les plus jeunes et les plus vieux et de les intéresser à la question de l'indépendance. Moi, je veux qu'on s'adresse, comme tu l'as dit, aux indépendantistes convaincus, mais je veux également qu'on s'adresse aux indépendantistes à convaincre, parce que c'est ça notre cible, c'est de convaincre des gens que l'indépendance, c'est notre projet de société à tous les Québécois, peu importe nos origines, peu importe notre affiliation politique. Le projet d'indépendance, c'est le projet de donner la liberté au peuple. Donc, pour moi, c'est vraiment mon objectif avec le balado. Puis, outre que ça, dans le fond, c'est quoi ton but premier avec le balado? Mon but premier avec le balado, c'est également de démontrer que l'indépendance, ce n'est pas le projet d'une seule génération. Si on prend l'exemple du Parti québécois, dans lequel je me suis impliqué pendant plus de 6 ans, le Parti québécois a été fondé en 1968, majoritairement par des baby boomers. On était loin d'être nés encore. Mais ce n'est pas parce que le Parti québécois commence à dater que le projet d'indépendance est un projet dépassé. Le projet d'indépendance restera toujours d'actualité tant et aussi longtemps que l'indépendance ne sera pas faite. Et ça, je veux le démontrer, notamment avec vous, avec cette plateforme-là. Puis je pense que c'est un bon moyen de le faire. Ben, merci beaucoup. Puis, toi, PO, dans le fond, sous quel angle tu veux amener le podcast? Mais comme j'ai dit tout à l'heure, je suis un passionné d'histoire. Je vais entreprendre des études en histoire. Donc, moi, mon but, ça va vraiment être d'apporter des faits historiques pour pouvoir faire un rappel pour certains ou faire comprendre et apprendre à certains c'est quoi les Québécois, qui sommes-nous, c'est quoi le Québec, c'est quoi notre histoire, d'où venons-nous, comprendre pourquoi l'histoire, puis pourquoi on est rendu comme ça aujourd'hui, puis faire un peu une liaison entre le temps et aujourd'hui. Ben, c'est ça. Puis, en parlant un peu d'actualité, il y a un sujet assez chaud qui s'est produit dans les dernières semaines. Dans le fond, c'est la loi 101 dans les cégeps. En plus, ce projet-là a reçu 94% des votes par des péquistes qui étaient réunis en Conseil national le 18 avril dernier. Donc, pouvez-vous un peu m'expliquer de où part ce combat-là? Oui, ben en fond, ce combat-là, ça, c'est un combat qui est très vieux pour le Parti québécois. C'est vraiment pour freiner le déclin de la langue française au Québec. Et présentement, on le sait, la langue française au Québec est en déclin. Ce n'est pas une chute dramatique non plus, là, mais c'est vraiment pour la ralentir, cette chute-là. C'est un copier-coller sur ce qui est déjà appliqué pour le primaire et le secondaire, c'est-à-dire que les élèves, maintenant rendus du niveau collégial, ne pourront pas aller étudier dans un cégep anglophone s'ils n'ont pas des origines anglophones. C'est vraiment pour sensibiliser
puis porter le monde à continuer à étudier dans des collèges francophones. Parfait. Puis toi, Marco, tu peux-tu nous donner un peu ta version de la chose? Ben, j'aborde un peu dans le même sens. Je pense que Pierre-Olivier a fait un excellent résumé. C'est un combat de longue date, comme il l'a bien mentionné au Parti québécois. Ça a longtemps été dans les cartons. Est-ce qu'on applique la loi 101 au cégep ou on ne va pas jusque-là? Je pense que là, la société québécoise est rendue là. On remarque que la loi 101, dans sa forme actuelle, a certaines failles, malheureusement. Le cadre fédéral l'a charcuté, si on veut, à quelques reprises. Alors, c'est le temps d'appliquer de nouvelles mesures pour freiner l'anglicisation qui se poursuit partout au Québec, mais aussi à Montréal. Puis aussi, tu sais, c'est ça, 94% des votes, c'est pas rien quand même, là, des personnes qui étaient réunies en Conseil national. C'est beaucoup et je pense que ça démontre vraiment une volonté de la part du Parti québécois d'aller de l'avant avec une nouvelle réforme de la loi 101, avec des mesures fortes pour le français, parce que la situation l'exige. Et vraiment, moi, je trouve que c'est une excellente démonstration de force. Aussi, Paul Saint-Pierre a su être convaincu par la proposition des jeunes. Savez-vous un peu qu'est-ce qui l'a fait changer d'idée? On le sait, Paul Saint-Pierre, dans la course à la chefferie du Parti québécois, était un peu froid à cette idée, mais le Parti québécois est un parti démocratique. Paul Saint-Pierre est un chef qui applique cette démocratie-là, donc il a suivi le parti. Le 94%, ce n'est pas une faible majorité, là, c'est quasi la totalité des membres qui étaient présents ce jour-là. Donc, il a fait ce que tout bon chef doit faire en cette démocratie, et c'est de suivre son parti. Puis je pense que c'est une très bonne chose pour la cause. Puis pour rajouter par-dessus les points de PO, parce qu'il a tout à fait raison, j'ajouterais que le chef du Parti québécois, c'est vrai il était un peu froid à l'idée, c'était pas sa proposition. Il n'avait jamais cependant fermé la porte et il a su se démontrer à l'écoute de ses membres, de la population également. Et ça, je trouve que ça fait preuve d'une grande sagesse. Il faut savoir que le mouvement des jeunes souverainistes, qui est un mouvement non partisan, le demandait. On fait des manifestations, on écrit une lettre ouverte pour exiger des mesures fortes pour le français. Les jeunes du Parti québécois ont également beaucoup travaillé là-dessus. Donc, je trouve que le chef du Parti québécois aujourd'hui, ben, lors du congrès du Conseil national, se positionne en faveur de cette mesure-là après avoir consulté les membres de son parti, les membres jeunes, les souverainistes également dans la population. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Puis là, moi, j'ai une question assez large pour vous autres. Là, les deux, vous allez pouvoir me répondre, mais d'après vous, c'est quoi que ça prend pour que le Québec soit indépendant? Eh bien, moi, je pense, si on revient à la base, l'indépendance, c'est un projet pour donner la liberté aux Québécois d'agir comme ils le souhaitent. Donc, qu'est-ce que ça prend concrètement? Ben, c'est une volonté du peuple, parce que ce n'est pas un parti politique à lui seul qui va la réaliser, cette indépendance-là. C'est le peuple uni qui va prendre en main tous ces outils, comme on l'a fait avec la Révolution tranquille. On a nationalisé l'hydroélectricité pour devenir maître chez nous. Eh bien, aujourd'hui, je pense que c'est le temps de devenir un pays. Et donc, moi, j'ai la ferme conviction que tous les indépendantistes, peu importe leur petite chapelle, puissent travailler ensemble pour mettre l'eau au moulin et recommencer à discuter, travailler et planifier l'indépendance. Comme Marc-Antoine l'a dit, là, effectivement, ça va être bien important de travailler ensemble, de se salir les mains ensemble. C'est un projet pour toute la nation québécoise. C'est un projet pour le peuple du Québec au complet. Il va falloir travailler en se serrant les coudes, que ce soit Québec solidaire, Parti québécois, Oui Québec, Bloc québécois, pour ne pas en nommer d'autres. Il y en a un million un autres. Il va falloir travailler en équipe pour partager ce grand projet-là. Il va falloir recommencer à retourner dans les rues, à véhiculer le message de la souveraineté du Québec. Il va falloir commencer vraiment à passer le message petit peu par petit peu. Mais il va falloir le faire. Effectivement, puis comme Pierre-Olivier l'a dit, c'est pas une question de parti politique. On n'est pas tous d'accord sur toutes les mêmes idées, mais l'essentiel, c'est qu'on veut que le Québec soit un pays, on veut que les gens puissent avoir la liberté, et c'est ça notre combat. Ben, c'est super. Puis, tu sais, c'est ça. C'est un gros combat. Mais là, avec le Parti québécois qui essaie de faire renaître le camp du oui, est-ce que vous pensez que c'est une stratégie qui est efficace? Moi, je trouve que c'est amplement approprié dans les circonstances. En 1995, on était très près du but et le camp du oui ratissait très large. On avait des gens comme Lucien Bouchard, on avait des gens comme Françoise David, qui ne sont pas des gens normalement qui iraient travailler ensemble, mais que là, dans les circonstances, se sont mis à travailler ensemble parce que le but était là. Le but de réaliser l'indépendance du Québec était plus nécessaire que jamais et il l'est encore aujourd'hui. Et ils se sont mis donc à travailler ensemble pour réaliser l'indépendance. On l'a manqué, mais pas de beaucoup, comme dirait M. Parizeau. Donc, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à lutter les uns contre les autres ou on se réunit pour un objectif commun sans commencer à fonder un nouveau parti? Moi, je pense qu'on peut travailler ensemble dans les limites
du cadre actuel avec un agenda commun. Ben, de mon côté, je suis 100% d'accord avec Marc-Antoine. Effectivement, je crois que la stratégie du Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon dans sa campagne à la course à chefferie, de mettre le oui en gros en dessous de son nom, le oui, c'est extrêmement stratégique, mais c'est extrêmement important également. Il faut faire mention du projet de la souveraineté immédiatement, en commençant à en parler tout de suite. Parce que si on vise la souveraineté dans un deuxième ou troisième mandat, j'enlève rien au précédent chef. On étire, là, c'est une expression, on étire pas mal la sauce, là. Il faut commencer à parler tout de suite, puis à en travailler tout de suite pour avoir notre résultat le plus tôt possible. Puis là, c'est ça. On commence déjà à faire des petites mesures pour justement défendre, nous, notre culture aux Québécois. Puis là, c'est ça, on a la réforme concernant la loi 101 avec Simon Jolin Barrette. Vous en pensez quoi de ça? Eh bien, moi, j'en pense pas grand-chose parce que M. Jolin Barrette n'a pas encore été en mesure de la présenter, cette réforme-là. On nous la repousse sans cesse et c'est malheureux parce que c'est le temps d'agir. C'est pas quand on a une réforme à faire, on n'attend pas 1 an, 2 ans là, avant les élections. Moi, je pense que c'est vraiment le temps d'agir. Mais je pense également qu'il doit convaincre les éléments plus fédéralistes, moins nationalistes dans son parti. Et ça démontre vraiment que la coalition Avenir Québec, ben, c'est pas un regroupement si nationaliste que ça. Ou du moins, c'est pas un regroupement de gens qui sont pressés de prendre des mesures fortes pour le français. Ben, c'est difficile de se faire une opinion, Charlotte, là-dessus. Comme Marc-Antoine l'a dit, M. Jolin Barrette n'a pas fait sa mesure comme promise. Il l'a promise à plusieurs reprises. C'est tout le temps décalé, décalé. Oui, on est dans un contexte particulier avec la pandémie. Mais par contre, la pandémie n'a pas raison sur tout ce qui se passe au Québec. Il ne faut pas arrêter et mettre un stop sur tout ce qui se passe au Québec à cause de la pandémie. Donc, c'est un peu mitigé. Mais là, c'est ça, d'après ce que j'entends, là, pensez-vous que M. Jolin Barrette, il va seulement agir quand il va être au pied du mur? Et moi, je pense que si c'est ça que ça prend, il va falloir y aller avec ça. Je trouve ça malheureux parce que semble-t-il qu'on a élu un gouvernement d'apparence du moins nationaliste, un gouvernement qui était, semble-t-il, pressé d'agir sur cette question-là. Mais si la société civile, si les forces d'opposition continuent à exiger de nouvelles mesures pour le français, puis que le gouvernement caquiste ne livre pas la marchandise, je pense qu'il va se retrouver rapidement au pied du mur. Mais c'est ça. D'après ce que j'ai lu dans l'actualité, il semble que Simon Jolin Barrette a quand même investi des centaines de millions de dollars dans des collèges et des cégeps anglophones, dont le cégep de Dawson. Oui, c'est tout à fait exact. Malheureusement, on le sait, en plus, notre réseau collégial dans certaines régions, dans certains cégeps, est sous-financé. Et d'un autre côté, on a le gouvernement nationaliste, semble-t-il, de la CAQ, je le mets toujours entre guillemets, qui investit des sommes, tu l'as mentionné, de 100 millions de dollars dans le collège Dawson pour un projet d'agrandissement. Alors là, ça va un peu à contresens et moi, je trouve que ça fait vraiment, c'est le cas de le dire, un non-sens. Ça nous démontre que la demande pour la poursuite des études supérieures en anglais est de plus en plus forte. En fait, j'ai des chiffres pour toi aujourd'hui, Charlotte. Il y a des études qui ont démontré qu'environ 72% des élèves des cégeps anglophones disent vouloir poursuivre leur étude, leur modèle de travail en anglais. Donc, ils veulent vraiment, après leur étude, travailler en anglais et je trouve que c'est vraiment un chiffre qui parle. D'où la mesure du Parti québécois de dire, écoutez, là, il y a une urgence d'agir, considérant que la majorité des gens qui étudient qui font leur formation en anglais au cégep, c'est des francophones à la base. Et après ça, ils veulent travailler en anglais. C'est là qu'on voit qu'il y a vraiment une anglicisation du Québec, là. Et puis là, Marc-Antoine, les chiffres que tu viens de donner démontrent vraiment l'importance de l'enjeu des jeunes du Parti québécois avec cette mesure-là et cette proposition-là. Les chiffres sont très alarmants. Il va vraiment falloir agir rapidement. Puis je trouve ça dommage que M. Simon Jolin Barrette, il danse sur deux pieds. On me dirait vraiment, là, on aurait dit un mini PO au cégep. Vraiment, qui ne fait pas ses devoirs de cégep, mais qui attend le plus longtemps possible. Puis à un moment donné, bon, je n'ai pas le choix, je vais faire blague à part. Il va falloir agir. Les chiffres sont alarmants. Il va falloir vraiment commencer à travailler en équipe. Mais là, dans le fond, si la loi 101 dans les cégeps est adoptée, ça va être quoi les changements dans le système? Eh bien, Pierre-Olivier en a beaucoup, en a un peu effleuré le sujet au début de l'épisode.
Le gros changement, ce que ça apporte, c'est que les étudiants qui ne sont pas issus de la communauté historique anglophone ne pourront pas poursuivre leur études collégiales, pourront pas entamer des études collégiales tout simplement dans le réseau anglophone. Donc, la grosse chose que ça change, c'est comme je le mentionnais, il y a, dans les cégeps anglophones, c'est une majorité de francophones à la base qui étudient là. Le problème, c'est que 72% d'entre eux veulent travailler après ça en anglais. Donc, ce que ça change, c'est que ces gens-là, au lieu d'aller au cégep en anglais, vont aller au cégep en français et vont peut-être pouvoir se socialiser avec d'autres francophones, s'ouvrir sur la culture québécoise et ainsi vouloir travailler en français au quotidien dans leur vie. PO, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, ben oui, en effet. Là, c'est pas 100% de la population qui vont être obligés, 100% des étudiants du Québec vont être obligés d'aller étudier au cégep en français. Non, il y a quand même des exceptions, puis c'est pas une proposition extrémiste non plus, là. Hein, l'accès à l'école primaire et secondaire en anglais est restreint présentement. Ça, c'est la mesure qui est appliquée déjà, là. Est restreint présentement aux enfants nés d'un père ou d'une mère qui a reçu l'étude en anglais. Donc, présentement, c'est ce qui est appliqué, là. On va probablement appliquer la même mesure pour ce qui est des cégeps. C'est vraiment un copier-coller, là. Ceci dit, c'est vraiment un copier-coller de ce qu'on a depuis plusieurs années avec le cégep, le secondaire et le primaire. On le transporte aux études supérieures au cégep. Puis ça n'empêche pas d'avoir des concentrations anglais enrichies au secondaire, par exemple. Là, je suis pas mal sûr qu'on va être capable de faire des programmes ou des cours supplémentaires en anglais dans des cégeps en français, là. On n'abolit pas la langue anglaise au Québec, là. On veut vraiment prioriser la langue française pour freiner le déclin de la langue française. Oui, mais là, d'après moi, ce que j'ai vu là, vraiment dans l'actualité, puis aussi quand j'ai parlé avec mes proches de justement la loi 101 dans les cégeps, ça a vraiment semé beaucoup de controverses, puis plusieurs m'ont dit, ben voyons donc, à 18 ans, on a le droit de vote, mais pourquoi qu'on ne pourrait pas choisir la langue de nos études supérieures? C'est un bon argument, mais s'ils vont partout ailleurs dans le monde, s'ils veulent étudier dans une deuxième langue, ce n'est pas possible. Dans chaque pays, on apprend et on étudie dans la langue, même dans les études collégiales, dans la langue commune. Alors, s'ils veulent vraiment appliquer cette logique-là au Québec, il faudrait qu'ils l'appliquent également ailleurs, ce qui n'est pas le cas présentement parce que je le mentionne encore une fois. Partout ailleurs, on étudie dans la langue commune, même au collégial. Puis comme je viens de faire mention, pas parce qu'on est dans une école secondaire présentement francophone qu'on ne peut pas étudier ou on ne peut pas avoir un programme d'anglais ou d'anglais enrichi ou des cours supplémentaires d'anglais. On va avoir la même possibilité au cégep. C'est vraiment du copier-coller. Et comme Pierre-Olivier l'a dit, l'apprentissage d'une deuxième, d'une troisième, d'une quatrième langue, ce n'est pas négatif. S'ouvrir sur le monde, de parler plusieurs langues, c'est positif. Par contre, de vouloir travailler en anglais au Québec, quand on est francophone à l'origine, tout ce que ça fait, c'est que ça l'enrichit, ça l'accélère du moins l'anglicisation du Québec. Mais là, ça, c'est bien beau, mais est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux ont eu un rôle à jouer là-dedans et que c'est un peu pour ça que le Québec s'ouvre davantage au monde anglophone? Moi, je pense pas nécessairement. C'est vrai que la culture, avec les nouveaux moyens technologiques, ça peut jouer un rôle. Si on écoute toujours des films, des séries, des documentaires en anglais, c'est bien. Ça peut nous permettre d'apprendre une nouvelle langue, de s'ouvrir sur le monde. Mais il ne faut pas non plus renier ses origines. Il ne faut pas non plus avoir un manque avec la culture québécoise parce que c'est bien de connaître plein de cultures, mais il faut d'abord apprendre à se connaître. Que ce soit pour un individu ou une collectivité, si on ne connaît pas notre propre culture, c'est un peu notre âme qu'on perd. 100% d'accord avec toi, Marc-Antoine. Puis je crois qu'on est un peu tout aussi coupable de ce qui se passe présentement avec les réseaux sociaux, comme tu as fait mention, Charlotte. Par exemple, Netflix. Qui n'est pas fan de Netflix en 2021? Qui n'est pas abonné à Netflix? Qui n'écoute pas des films ou des séries sur Netflix? En 2021, c'est très minime, là. Je veux dire, déjà là, on fait un peu une compétition. On commence à mettre un peu à marquer au fer rouge la culture québécoise en priorisant une compagnie comme ça qui vient de l'extérieur, en priorisant des séries, des films, des documentaires anglais qui ne sont pas tout le temps traduits ici en français au Québec. Des fois, c'est des sous-titres en français. Des fois, c'est rien du tout, là. En priorisant ça, au lieu de prioriser des documentaires faits ou des excellents films québécois, déjà, on commence aussi à un peu jouer, là. Des systèmes un peu de films, là, comme on a pu voir avec Netflix, c'est pas ça qui manque aussi au Québec. Tu sais, il y a Illico, il y a Tout.tv. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a un moyen de rendre ça plus gros un peu aussi, là. Oui, tout à fait. Et moi, je trouve ça vraiment. Netflix, c'est super. C'est très bien. Mais moi, je suis également abonné à Illico, comme tu le mentionnes. Je suis également abonné à Tout.tv et je retrouve de l'excellent contenu
que je ne retrouve pas sur Netflix. Quand je veux écouter un film de chez nous, quand je veux écouter une série de chez nous, c'est rarement sur Netflix que je le trouve. Et selon moi, on devrait mettre plus de mesures justement aux compagnies telles que Netflix et plein d'autres là, pour prioriser justement la langue française. Puis aussi le contenu québécois. On est ici, on est au Québec, on est fiers. Et je trouve que la proportion du contenu québécois, mis à part un film québécois par mémoire plus Martin Matt, à ma connaissance, il n'y a pas plus de contenu québécois que ça. Il doit y en avoir d'autres, là, ceci dit. Là. Mais il va falloir en mettre plus, valoriser plus la culture québécoise. On a tellement de bons contenus, comme Marc-Antoine te dit, là, sur tout.tv, c'est pour nommer que celle-là. Là. Ben moi, je trouve que c'est ça, notre discussion d'aujourd'hui a vraiment été intéressante. Si vous, à la maison, vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois.